Comme l'école, par manque de temps et de capacité, ne peut juger la vraie valeur d'un élève, elle se voit obligée de juger uniquement celle qui est percevable depuis ses propres catégories de jugement. Alors salut les curiosés et curieuses, c'est Curiosité Vitale qui vous parle. Alors aujourd'hui, contexte un peu différent, comme vous le voyez, je suis dans ma maison de campagne en Ardèche. Bon, il fait pas très beau en ce moment, il a pas mal plu, mais bon, je profite d'une petite accalmie pour filmer dehors tranquillou. Alors une comparaison, une analogie avec l'école m'est venue ces temps-ci. Du coup, je voulais vous en faire part. Ayant subi le système scolaire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et du coup l'analogie me semblait pertinente pour faire une petite vidéo là-dessus. Et parmi toutes les réflexions, il y a bien sûr celle de la notation. Et l'analogie est en rapport avec l'évaluation scolaire. Enfin bref, c'est parti. Le jugement que perd un professeur sur le devoir d'un élève est souvent plus subjectif qu'objectif. Ce fait a été établi par la science de l'évaluation qu'est la docimologie. Des études ont montré toute la différence qu'il y avait pour une même copie entre plusieurs professeurs et même pour le même professeur. Plus la discipline est subjective, plus l'écart est grand et moins elle est subjective, donc plus objective, moins l'écart est grand. Il y a par exemple plus d'écart entre les copies de littérature ou de philosophie ou de français qu'entre les copies de physique ou mathématiques. Pour les premières, donc les études littéraires, philosophiques, etc., l'écart maximum observé était de 12 points sur 20 points. Et pour les deuxièmes, était de 9 points. On peut donc avoir un 18 comme un 8 en philosophie ou en français, ou 14 comme 8 pour la physique et les mathématiques. Et ceci pour la même copie. Cette différence entre professeurs, comme je l'ai dit, peut se retrouver chez le même professeur. Putain, il se met à pleuvoir. On va essayer de finir vite. Donc, comme je l'ai dit, ça peut se retrouver chez un même professeur. On a donné à un professeur 37 de ses copies qu'il avait corrigées 3 ans plus tard, donc les copies qu'il avait lui-même corrigées, et on lui a fait recorriger ses copies, donc 3 ans après. Et sur les 37 copies, il n'y en a eu que 7 auxquelles il a donné la même note. Sur les 30 autres, elles ont eu que des notes différentes, et ça peut varier de 1 à 10 points, pour la même copie qu'il avait corrigée il y a 3 ans. Pour bâcher, il y a 3 sortes d'erreurs communes à l'évaluation. La première, c'est l'évaluateur lui-même qui a une espèce de note référentielle ou une moyenne autour de laquelle il va plus ou moins s'éloigner. Par exemple, ça va être 13, donc il va aller plus ou moins au-dessus, plus ou moins en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la moyenne référentielle du professeur. C'est personnel à chaque professeur. La seconde source d'erreur, c'est le sujet même de l'examen, qui a un choix parmi d'autres et qui peut plus ou moins intéresser un élève et un professeur. Donc avoir plus ou moins la compétence ou l'envie, soit de faire la copie, donc de réaliser l'examen, soit de juger la copie. La troisième source d'erreur, c'est l'élève en lui-même qui est plus ou moins adapté au système scolaire et à son évaluation, à la façon dont c'est organisé, structuré, etc. Il y a des élèves qui sont systématiquement discriminés négativement par la note. Là aussi, on peut faire une petite analogie par rapport à la méthode scientifique. Il y a plusieurs méthodes pour chaque discipline. Et même à l'intérieur de ces disciplines, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes pour certains sujets, ce qu'on veut montrer, démontrer, etc. Et en fonction de la méthode et du sujet, il y a une relation qui peut s'installer qui est plus ou moins bonne. C'est-à-dire c'est plus ou moins la bonne méthode pour le sujet en question. Et avec un élève, donc une personne, c'est pareil. Il y a des méthodes, donc la méthode scolaire en l'occurrence, qui peut plus ou moins être efficace pour évaluer la valeur intellectuelle, on va dire, cognitive de l'élève. Donc forcément, l'école juge d'une manière et pas d'une autre. On va dire d'une manière et il y a autour de cette manière-là plusieurs petites manières différentes d'évaluer un élève, mais ça reste quand même une manière scolaire. L'entonnoir scolaire va forcément discriminer beaucoup de singularités dans cette façon de faire, qui est, sans être unique, assez homogène. À ceci, on peut ajouter que l'école est une organisation, un système donc qui a ses propres règles, ses propres façons de fonctionner. Et les acteurs, donc les professeurs, tous ceux qui sont dans ce système-là, ont intégré, intériorisé ces façons de fonctionner, se faire, donc comment être un professeur, qu'est-ce que ça veut dire, comment on est perçu, surtout comment on perçoit les élèves, comment on perçoit ce qui est une bonne copie, comment elle doit être organisée, comment elle ne doit pas être organisée, qu'est-ce qui fait un bon point, qu'est-ce qui fait un mauvais point, etc. Donc il y a une disposition de professeur. Quand on aurait pu dire des lunettes de professeur, une façon de voir et de percevoir, donc c'est une bonne image pour montrer... Bon, j'ai dû stopper parce qu'il a plu, donc là, j'espère que ça va se calmer. Un autre biais qui existe aussi dans la notation, c'est celui de l'influence des premières copies
par rapport aux suivantes. Donc si les premières copies sont très bonnes, et ben ça va influencer tout le reste du tas de copies, parce qu'elles vont être jugées par rapport justement aux premières copies qui sont très bonnes, et inversement, si elles sont très mauvaises, les suivantes vont être jugées aussi par rapport à ces copies très mauvaises. Donc ça va forcément influencer la notation, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc pour diminuer ces biais-là de correcteurs, d'évaluation, il y aurait plusieurs choses à faire, comme par exemple multiplier les correcteurs par copie. Bien sûr, c'est quasiment impossible à imaginer, mais le must du must, ça serait au moins qu'il y ait 5 correcteurs pour une seule copie, et on fait une moyenne de ces 5 corrections, et on aurait une note un peu plus objective, ou en tout cas qui diminue les biais de subjectivité. Et on pourrait changer aussi l'ordre des copies en fonction des professeurs pour encore diminuer ce biais-là. Donc il y aurait plusieurs copies, enfin la même copie passerait par plusieurs professeurs, et dans un ordre différent ou dans un tas différent, pour éviter justement les biais que j'ai dit juste avant, de meilleures copies en haut ou de plus mauvaises copies en haut, pour homogénéiser un petit peu les tas et faire en sorte que toutes les copies aient leur chance d'être évaluées pour leur vraie valeur. On va dire ça comme ça. Ah, bien sûr, c'est des mesures extrêmement coûteuses, quasiment inimaginables, de mettre plusieurs correcteurs pour chaque copie, de la primaire au collège, passant par le lycée jusqu'à la fac. Enfin, c'est quasiment inenvisageable, faudrait multiplier le budget alloué à l'éducation par 3 ou 4, voire 5, pour qu'il y ait 5 correcteurs. Vous imaginez à quel point ça serait compliqué, déjà même à trouver des correcteurs et des correctrices suffisamment qualifiées pour juger la copie. Donc c'est pour vous montrer toute la difficulté d'enlever la subjectivité en fait dans la notation. Ça coûterait extrêmement cher. On va dire qu'il y a une fiction nécessaire, un petit peu comme j'en avais parlé dans 2 vidéos, à l'évaluation vue comme étant un acte professoral objectif, justement par l'accréditation du diplôme qu'il a passé, de son statut de professeur, etc. Pour juger vraiment de l'intelligence de quelqu'un, en fait, c'est très compliqué. Souvent, on n'en a qu'un aspect réduit et on n'a pas toute la potentialité qui est cachée de l'intelligence de la personne qu'on a en face de nous. Et parfois, on est souvent surpris d'ailleurs, même des personnes qu'on connaît, de l'intelligence qu'ils peuvent avoir sur certains domaines et qui n'ont pas sur d'autres, ou dans certaines situations et qui n'ont pas dans d'autres situations. L'école, elle se charge de juger, on va dire, les capacités cognitives d'un élève, globalement le QI, donc le coefficient intellectuel, mais il y a tout un ensemble de capacités qu'elle ne peut pas évaluer, comme le QE, donc le quotient émotionnel, qui est très dur à évaluer par l'école et qui est un jugement beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus personnel. C'est dans la variabilité des situations, dans le contexte, qu'on peut voir cette intelligence à l'œuvre. Même pas des fois, parce que c'est une capacité aussi introspective, donc de rétroaction par rapport à ses propres pensées. Donc c'est très compliqué à percevoir. Donc finalement, l'école n'évalue que très partiellement l'intelligence d'un élève, même si on se focalise sur l'intelligence cognitive, donc le QI. La méthode scolaire pour évaluer l'intelligence d'un élève est une méthode qui est mal adaptée à beaucoup d'élèves. Je rappelle ici ce que je développais dans la vidéo sur la méritocratie et les stratégies scolaires. Il y a 2 sortes de motivation, celle intrinsèque et celle extrinsèque. La distribution de la deuxième motivation est inégalement répartie dans la population, car tout le monde est motivé dans ce qu'il aime, mais beaucoup moins le sont dans ce qu'il n'aime pas. Et pour eux, le but ne suffit pas à créer l'émulation, la concentration dans le chemin qui mène à sa réalisation. Par exemple, certains sont motivés par la note, et tant mieux si le sujet les intéresse dans le moment où ils passent l'examen, ils n'en seront que meilleurs. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de souci à l'effectuation, soit de la révision du sujet, soit de sa réalisation. Ils s'en sortiront toujours par leur motivation extrinsèque, et la concentration et attention que leur offre cette motivation. Si on prend le même exemple pour une personne qui est peu sensible à une motivation extrinsèque, la tâche d'un examen ou même le travail scolaire en général seront pour lui plus difficiles et chaotiques. Si les sujets ne l'intéressent pas et ou que ce n'est pas le bon moment, il n'aura donc pas la motivation intrinsèque et il ne pourra compter que sur la seule motivation extrinsèque. Malheureusement, il y est peu sensible. Sa concentration, son attention, en plus de sa motivation générale à réaliser les révisions et les examens, s'en trouveront fortement réduites, et sa note avec elle. Je parlais dans la vidéo sur la méritocratie de fiction nécessaire. Il y a une fiction méritocratique nécessaire,
par l'énorme inégalité culturelle et économique permettant une bonne réussite scolaire des enfants. Tout comme il y a une fiction évaluative objective nécessaire afin de cacher les biais conséquents dus à la subjectivité des professeurs et les inégalités des motivations des élèves. Pour régler ces deux énormes problèmes, il faudrait des mesures extrêmement coûteuses en temps, en énergie et surtout économiquement parlant. Les fictions nécessaires permettent de cacher les mesures qui seraient à prendre pour commencer un rétablissement de l'équilibre. Il faudrait juger l'élève tant sur sa capacité d'abstraction que sur sa capacité à mettre en pratique ces abstractions. Par exemple, pratiquement, quand on fait un stage à l'université, on est jugé après par plusieurs personnes. Mais ces plusieurs personnes, encore une fois, c'est même pas suffisant parce que c'est plusieurs personnes qui sont dans la même université, qui ont l'habitude de se fréquenter. Il y a des chances qu'ils aient plus ou moins les mêmes idées. Donc il y a une espèce d'homogénéisation dans l'université qui se crée avec tels penseurs qui ne sont pas acceptés, telle, on va dire, disciplines qui sont moins étudiées, telle approche qui est moins appréciée, moins étudiée, qu'on connaît moins ou qu'on aime moins. Et donc forcément, il y a des biais même à 5 dans le jury. Tout ça pour dire encore une fois que c'est pas possible d'enlever la subjectivité et qu'il y aura toujours de gros écarts de notes entre une même copie, ça entre professeurs, pour le même professeur, entre universités, entre écoles, etc. Enfin, c'est même entre pays ou entre cultures, il y aura des grandes différences de notes pour la même copie, tout simplement parce qu'il y a des approches différentes et donc il y a des constructions de subjectivité à percevoir certaines façons de faire différemment qui est différente en fonction des pays, en fonction des écoles, etc. Bon, je vais finir sur une petite analogie qui est en rapport avec le titre, donc l'école et le fou. En pleine nuit, un fou cherche quelque chose dans la lumière d'un lampadaire. Un autre homme arrive et lui demande ce qu'il a perdu. Celui-ci répond qu'il a égaré sa montre. L'autre lui demande où il pense l'avoir perdue. Il lui répond en pointant du doigt une zone d'ombre éloignée. « Par là-bas », dit-il sans être perturbé. L'autre est interloqué et lui demande « Pourquoi cherchez-vous ici si vous l'avez perdu là-bas ?» Le fou le regarde et, sans se démonter, dit sur le ton de l'évidence, comme s'il le prenait pour un fou, de poser une telle question. Bah, parce qu'ici c'est éclairé. Il n'y a plus qu'à remplacer la montre par l'élève, la lumière du lampadaire par le système et le fonctionnement scolaire, et le fou par le professeur, et on obtient une très belle analogie de l'évaluation scolaire. Bon, merci d'avoir écouté et j'espère à une prochaine. Salut!